Bonjour à tous et bienvenue dans les podcasts de Logan, une série dédiée au monde du numérique. Chaque mois, j'ai la chance de recevoir comme invités des professionnels du marketing, de la communication, de la finance, de l'entrepreneuriat et de diverses choses liées autour du monde du numérique et du digital. C'est pour vous l'occasion d'apprendre, de découvrir et d'échanger sur tous ces sujets passionnants. Aujourd'hui, ce n'est pas un mais bien deux sujets que nous allons parler. Nous allons commencer avec notre invité par parler du réseau Entreprendre, qui vous verrez est un réseau vraiment intéressant lorsqu'on est tout seul, chef d'entreprise, ou même qu'on est chef d'entreprise d'une TPE ou d'une PME. Et ensuite, nous bifurquerons sur un deuxième sujet qui me tient vraiment à cœur, le management interne. Car même dans des projets digitaux, des projets numériques, lorsqu'on dirige une équipe, lorsqu'on manage une équipe, il est très important d'avoir des bases solides au niveau de la communication, du savoir-être, afin d'amener son équipe à l'aboutissement de ses projets. Pour en parler aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Ludovic Giraudon, qui est un ancien salarié du réseau Entreprendre et qui va aujourd'hui venir sur un tout autre sujet, qui va nous parler d'un tout autre sujet parce qu'on va parler du management interne, comment manager ses équipes, etc. Donc il va nous apporter son expertise sur le sujet. Dans un premier temps, bonjour Ludovic. Bonjour Logan, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est vrai qu'à la base, comme je disais un petit peu avant, je t'avais contacté pour parler du réseau Entreprendre parce que c'est un sujet que je trouve intéressant dans le monde entrepreneurial et notamment moi qui suis sur la création d'un projet. Est-ce que tu verras un inconvénient de nous en parler 3-4 minutes pour expliquer en gros à quoi ça sert, comment ça fonctionne, etc. Avec grand plaisir, d'autant plus que pour moi, Réseau Entreprendre, c'est vraiment quelque chose que n'importe quel entrepreneur devrait connaître en France. En quelques mots, Réseau Entreprendre, c'est une association qui existe depuis très longtemps, qui existe depuis les années 80, qui est née à l'origine dans le nord de la France par des grands patrons, des grands entrepreneurs nordistes. Et puis, en fait, au fur et à mesure des années et des décennies, le modèle s'est dupliqué un peu partout en France et même dans le monde, parce qu'on trouve aussi des réseaux Entreprendre au Chili, au Sénégal, en Italie, même si évidemment le gros de l'activité reste en France. Et il y a des antennes un peu partout en France. Donc finalement, où que l'on se trouve, où que l'on souhaite monter sa boîte, il y a nécessairement une antenne de Réseau Entreprendre vers laquelle se tourner. Alors, Réseau Entreprendre, concrètement, qu'est-ce qu'on y fait ? Réseau Entreprendre, donc c'est une association qui accompagne les entrepreneurs, qui les accompagne à la fois avec un coup de pouce financier, avec des prêts d'honneur, et puis surtout, le vrai cœur de sujet, le vrai cœur de métier de Réseau Entreprendre, c'est l'accompagnement humain. C'est près de 14 000 chefs d'entreprise partout en France et dans le monde qui sont prêts à bénévolement donner de leur temps pour partager leur expérience. Donc, ce sont des gens qui sont en général multi-entrepreneurs et qui, du coup, fort de leur expérience passée, ont à cœur maintenant de transmettre tout ça à des plus jeunes entrepreneurs. Donc, ça concerne toute personne qui souhaite créer ou reprendre une entreprise, qui souhaite être épaulée, parce que la solitude du dirigeant d'entreprise et du créateur d'entreprise ou du repreneur, c'est une réalité. Et donc, pour ne plus être seul, il y a Réseau Entreprendre, c'est une association 100% gratuite, il n'y a pas de prise de participation dans les sociétés, et on vous prend pas d'argent. Et c'est un modèle vraiment assez magique et c'est très puissant. Et j'ai donc effectivement été salarié de Réseau Entreprendre, comme tu le disais, mais j'ai moi-même été accompagné par Réseau Entreprendre avant d'être salarié. Donc, je suis passé par différentes phases et maintenant je suis d'ailleurs au sein de l'antenne parisienne pour le coup, puisque je suis basé à Paris, mais je suis maintenant mentor, accompagnateur, bénévole. J'ai la chance de faire partie de ces 14 000 chefs d'entreprise bénévoles qui donnent de leur temps, parce que l'idée c'est, une fois qu'on a pu en bénéficier, c'est aussi pouvoir à son tour aider finalement les nouvelles générations qui sont en train de démarrer des nouveaux projets. Super. Et voilà une description complète. Alors c'est vrai que nous on en entendait parler pour le prêt d'honneur, donc tu l'as évoqué je crois au début sur l'aspect financier. Est-ce que ça peut-être on peut expliquer rapidement en quoi ça consiste ? Oui, en fait c'est un prêt d'honneur qui peut aller jusqu'à 50 000 euros. Donc c'est un prêt, qui dit prêt d'honneur, ce qui est intéressant c'est que ça vient renforcer vos fonds propres. Donc ça vous permet notamment d'aller faire jouer un certain effet de levier auprès de partenaires bancaires, donc d'aller voir des banques,
Et puis, forcément, à partir du moment où Réseau Entreprendre vous a sélectionné pour faire partie de ces lauréats, comme on dit dans la grande famille Réseau Entreprendre, ça va les rassurer. Et puis, le fait que Réseau Entreprendre prête de l'argent, ça va venir donc renforcer les fonds propres et donc rassurer des banques qui vont être amenées à vous prêter plus. Il y a un effet multiplicateur selon les Réseaux Entreprendre de 3, 4, 5 par rapport à 1 euro prêté par Réseau Entreprendre, c'est 3, 4, 5 euros prêtés par les banques. Donc vous voyez, si on est sur un prêt d'honneur maximum de 50 000 euros, ça peut aller vite. Et voilà, donc et puis c'est un prêt d'honneur, donc sans caution, sans garantie. C'est un engagement moral, évidemment, de le rembourser, et c'est le but du jeu, parce que Réseau Entreprendre a besoin aussi de renouveler son fonds de prêt et de le gérer de manière sainement. Mais on est très loin d'un mode de fonctionnement de banques qui vont vous demander des cautions solidaires et des garanties sur des biens que vous pourriez avoir à droite à gauche. On n'est pas du tout dans cette logique-là. On est vraiment dans une logique de pur soutien des entrepreneurs, sachant qu'encore une fois, c'est vrai qu'on entend souvent parler de Réseau Entreprendre par le prêt d'honneur, parce que l'argent, c'est l'un des nerfs de la guerre, mais les autres nerfs de la guerre, c'est, j'en parlais, de la solitude, des difficultés, et qui d'autre qu'un entrepreneur pour aider un autre entrepreneur. C'est vraiment une méthode qui a fait ses preuves. On n'est pas sur des coachs, on n'est pas sur des consultants, on est vraiment sur des gens qui ont entrepris, qui sont passés par toutes les galères et les montagnes russes que sont l'entrepreneuriat, et donc qui sont maintenant prêts à redonner de leur temps pour aider les autres à peut-être moins se prendre les pieds dans le tapis, même si évidemment ça fait partie du jeu. Quand on monte sa boîte, on va se prendre des gadins, des claques dans la tête, et on va tomber. C'est ça aussi qui fait le charme de l'entrepreneuriat. Sinon, ce serait pas drôle et ce serait moins piquant. Mais l'idée, c'est que quand vous êtes à terre, c'est qu'il y ait des gens comme Réseau Entreprendre qui puissent vous relever et vous aider à vous remettre en selle. Super, merci beaucoup. Donc je vais fermer cette page Réseau Entreprendre. C'est sympa d'avoir pris le temps de nous le présenter. Après, je pense que si les gens ont besoin d'avoir plus d'informations, je les inviterai à te contacter ou à contacter. Je crois qu'il y a des représentants un peu dans tous les départements, voire villes, selon la densité et les besoins. Oui, le plus efficace, c'est d'aller sur réseau-entreprendre.org. Et là, vous verrez toutes les antennes effectivement qui existent en France et au-delà de nos frontières. Et pour savoir, vous, en fonction de votre territoire, vers quel Réseau Entreprendre vous tournez et les contacter directement. Ouais, du coup, je mettrai tous les liens sur la vidéo YouTube, donc à retrouver sur LinkedIn. On ferme cette page. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va pouvoir se concentrer sur toi, Ludovic. Donc, je vais commencer par une phrase très simple. Qui es-tu et peux-tu nous présenter du coup ton activité maintenant ? Oui, alors moi j'ai un parcours qui est pas ultra linéaire. C'est-à-dire que j'ai commencé plutôt dans des grands groupes. Sur des premières fonctions en marketing digital, où c'était l'émergence des développements agiles. Donc c'était un peu les premiers postes de product owner. Et assez rapidement, je me suis dirigé vers l'entrepreneuriat, parce que je ressentais qu'au fond de moi, j'avais plutôt l'envie de démarrer d'une page blanche et de faire émerger un projet de terre. Et donc c'est pour ça que j'ai lancé une entreprise en 2011 qui s'appelle Paris Zigzag, qui est un média en ligne sur la ville de Paris, plutôt sous l'angle historique, insolite. Et j'ai développé cette activité jusqu'en 2016. Pendant ces années-là, justement, c'est là où j'ai été accompagné, j'ai eu cette chance par Réseau Entreprendre. Et donc en 2016, je cède mon entreprise pour justement rejoindre les équipes de Réseau Entreprendre à Paris en tant que salarié. Donc là, je me suis éclaté pendant 4 années à accompagner tout un tas d'entrepreneurs sur des super projets. Et en fait, en fil rouge de tout mon parcours, il y a toujours eu le sujet du management, pas toujours de la bonne manière, parce que c'est vrai qu'au début de mon parcours professionnel, j'ai pas toujours été convaincu par les managers qui pouvaient nous entourer. Quand je me suis retrouvé moi-même à manager, notamment en tant qu'entrepreneur, je me suis rendu compte à quel point manager c'était galère, à quel point ça pouvait être difficile. Et puis chez Réseau Entreprendre, c'est vrai que j'ai pu aussi voir des difficultés, et puis surtout des super choses, des super pratiques. Et j'ai souhaité en fait compléter tout ce que je pouvais entendre chez Réseau Entreprendre par aussi d'autres retours d'expérience. Donc, je suis allé à la rencontre de plus de 400 managers, à la fois en start-up, en PME, en grand groupe, pour récolter les meilleures pratiques sur le terrain, pour recruter, mais surtout engager, fidéliser son équipe dans le temps. Et j'ai sorti tout ça, j'ai synthétisé tout ça dans un livre qui s'appelle Dream Team, que j'ai sorti fin 2019, que j'ai remis en fait au goût du jour suite au premier confinement, parce que c'est vrai que ça
ça a bouleversé pas mal de choses dans notre mode de travail, dans nos modes de relations entre collègues et vis-à-vis de son manager. Et donc voilà, j'ai la chance de voir le livre très très bien fonctionner, qui est numéro 1 de vente sur les plateformes en ligne. Et donc c'est une vraie fierté. Et maintenant, effectivement, au-delà du livre, j'accompagne des entreprises sur ces sujets-là. Je forme des managers, j'interviens sous forme de conférences ou sous forme de séminaires dans les entreprises. Pour ma mission, c'est de contribuer à ce grand projet qui est de faciliter et d'améliorer la relation entre managers et collaborateurs, qui n'est pas toujours évidente d'un côté comme de l'autre, pour justement avoir des gens mieux dans leur basket, que ce soit des managers, que ce soit les personnes dans leurs équipes, et également au final d'avoir des équipes plus performantes. Très bien. Alors, je fais la petite parenthèse sur ton livre. Pour ceux qui écoutent le podcast sur YouTube, je mets la pochette du livre en même temps. Donc, disponible, tu disais, sur les plateformes en ligne. Donc, je suppose Amazon. Il est disponible sur Amazon, Fnac, mais surtout, ça me tenait à cœur parce que je me suis auto-édité sur ce projet. C'était un peu une petite aventure entrepreneuriale dans l'aventure. C'est que ça me tenait évidemment aussi à cœur que les libraires, n'importe quel libraire en France aujourd'hui peut le commander. Donc vous pouvez soit le commander en ligne, mais vous pouvez aussi descendre en soutien aux libraires dans votre librairie de quartier et le demander. Ils peuvent le commander directement sans problème. C'est parfait. C'est parfait. Donc, je mettrai le lien vers le livre pour que les gens qui souhaitent en savoir plus puissent le découvrir. Alors, tu parlais d'une réédition. Là, je fais une autre parenthèse. Tu parlais d'une réédition par rapport au confinement. Donc, c'est-à-dire que tu as ressorti un livre ou tu as modifié le contenu du livre. Comment ça se passe ? Je l'ai augmenté, on va dire. Je l'ai complété. C'est-à-dire que, en fait, c'est vrai que on peut se dire que ça a changé beaucoup de choses. Les confinements par rapport au management d'avant, de pré-Covid, on va dire, dans le fond, les besoins fondamentaux des collaborateurs, de sens, les besoins de création de liens, les besoins d'autonomie, de responsabilisation, etc., ils sont toujours les mêmes. La crise sanitaire, le fait aussi de la généralisation du télétravail pour un certain nombre de salariés en France, a pas bouleversé ces besoins fondamentaux. Il n'y a pas de nouveaux besoins fondamentaux. En revanche, la vraie différence, c'est qu'ils ont été totalement exacerbés. Tout a été multiplié par 50 ou 100. Et du coup, en fait, donc c'est pour ça que j'ai pas tout mis à la poubelle et je suis pas reparti de zéro. J'ai évidemment gardé tout ce que j'avais écrit. J'ai juste complété par un certain nombre de pratiques ou de sujets sur lesquels faire attention. Mais finalement, manager à distance, ça reste manager. Et manager en situation de crise, ça reste manager. C'est juste qu'il faut être encore plus vigilant et être encore plus, je dirais, sérieux dans ces rituels managériaux, encore plus rigoureux, et faire encore plus attention aux femmes et aux hommes qui sont dans son équipe. Et bien justement, parlons-en. Je suis manager, j'ai une équipe à manager. Quelles sont, je dirais, les bonnes méthodes ? Comment être un bon manager ? Alors, c'est une vaste question, mais je pense que la première chose, c'est que c'est vrai qu'il y a un premier sujet dans les entreprises qui explique il y a un chiffre à avoir en tête, une statistique qui nous explique que un salarié sur 2 ne quitte pas son emploi, mais il quitte quand il quitte son job, il quitte avant tout son manager. Et d'autres études montrent que le manager a un impact énorme, près de 70%, alors selon les études, mais entre 50 et 80% de la motivation globale du collaborateur. Donc le manager a un impact énorme en fait sur ces sujets. Et c'est vrai qu'il y a un travers classique qui consiste à faire évoluer pas toujours les bonnes personnes au poste de manager. C'est vrai que faut déjà avoir conscience d'une chose, c'est que et l'assumer, c'est pas grave. Tout le monde n'est pas fait pour être manager. Et c'est vrai que le management en France, on l'a souvent vu comme un peu le Graal ou comme une évolution traditionnelle où quand on est bon dans un domaine, on nous fait évoluer en manager. Sauf que le meilleur commercial d'une boîte est pas toujours le meilleur directeur commercial possible. Parce que être bon vendeur, c'est pas forcément être la même chose qu'accompagner son équipe de vendeurs. C'est pas les mêmes compétences, c'est pas le même rythme, c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas le même rôle. Et du coup, c'est dommage parce que souvent on perd du coup le meilleur technicien, le meilleur vendeur, et on va se retrouver avec à la tête de ses commerciaux quelqu'un qui est pas forcément très à l'aise dans le rôle de directeur ou directrice commerciale. Et donc en fait, je pense qu'avant tout, pour être un bon manager, il faut faire évoluer les bonnes personnes à ce poste-là
et arrêter de le voir comme une évolution naturelle et se dire que si à 40 ou 50 ans, on manage pas une équipe significative, on a raté sa carrière. Il faut vraiment arrêter ça. Et donc, ça passe aussi par le fait de valoriser d'autres parcours au sein des entreprises, comme des parcours d'expertise, par exemple, qui ne devraient rien avoir à envier à ceux des managers. Après, pour essayer de répondre un peu plus précisément à ta question sur qu'est-ce que c'est être, du coup, comment est-ce qu'on devient un bon manager, je pense qu'avant tout, ça passe par le fait de s'intéresser sincèrement aux uns et aux autres. Alors, ça paraît un peu bateau et j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais du coup, ça, comment est-ce qu'on le fait vivre concrètement quand on est manager, c'est ne serait-ce que d'avoir des rituels managériaux très cadrés, très structurés, très processés dans son agenda. Ce que j'appelle des rituels managériaux sont des réunions d'équipe, évidemment, une fois par semaine ou tous les 15 jours, et c'est aussi des points individuels qu'on va faire avec son équipe d'une demi-heure par semaine ou d'une demi-heure tous les 15 jours, où l'idée, alors le problème, c'est que souvent c'est calé dans les agendas, mais ils sont pas toujours tenus. Donc, ne serait-ce que pour faire mieux que 80% des managers en France, en fait, il suffit de commencer par caler des points individuels avec chacun de ses collaborateurs, de les tenir, de les démarrer à l'heure, de les finir à l'heure, et surtout pendant ces moments-là, que ce soit pas uniquement des sujets de reporting. On n'est pas juste là pour savoir où est-ce que tu en es sur tel projet, c'est quoi ta to-do list de la semaine. Non, en fait, l'idée, c'est de profiter de ces moments pour sentir comment ça se passe du côté du collaborateur, comment est-ce que tu te sens, comment est-ce que tu te projettes dans la boîte, est-ce que tu te sens assez responsabilisé, c'est quoi tes grosses frustrations, qu'est-ce qui s'est bien passé le mois dernier, ta grande fierté du mois, c'est quoi, ta grosse galère du mois, qu'est-ce que ça a été. Bref, toutes ces petites questions qui permettent en fait de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête et dans le cœur du membre de son équipe pour derrière répondre à ces insatisfactions potentielles. Et si insatisfaction il y a et que on ne peut peut-être pas y répondre, c'est au moins rien que le fait d'aborder le sujet, ça permet souvent d'éviter bien des non-dits. Et donc je pense que voilà. Donc en résumé, faire des points en one-to-one, bien les préparer, bien les suivre, aborder les vrais sujets, pas rester juste en surface. Là, déjà rien qu'en faisant ça, je pense que vous ferez mieux que 80% des managers en France. Et d'ailleurs, sur ces points individuels, moi j'étais confronté à ça aussi quand je travaillais sur Paris. Sur les points individuels, peut-on se permettre d'évoquer l'aspect privé du collaborateur ? Je vais prendre un exemple. J'ai mon collaborateur qui a des difficultés financières, qui est en plein divorce, qui vient de perdre un proche, par exemple. Est-ce que c'est des choses qu'on peut se permettre de traiter avec, ou alors on reste dans le cadre professionnel et on s'inquiète uniquement du confort de son collaborateur au sein de l'entreprise ? Je pense que c'est impossible de dissocier les deux parce qu'il n'y a pas un Dr Jekyll et un Mr Hyde qui sommeillent en nous. C'est-à-dire que forcément, si on a quelque chose de très significatif qui nous arrive dans notre vie privée, ça va avoir un impact sur notre vie professionnelle. D'autant plus maintenant, on est dans des sphères où le pro et le perso se mêlent ensemble de plus en plus, ne serait-ce que par le télétravail, où du coup, l'entreprise rentre au cœur de chez nous. Et donc, la frontière entre la vie pro et la vie perso, elle est de moins en moins épaisse, quoi. Donc, je pense que ce serait une réflexion beaucoup trop robotique que de se dire, ou binaire, de se dire, non, ce qui est à la maison reste à la maison. Alors, l'idée, c'est pas que le manager se transforme en psy, chacun son rôle, mais en revanche, de prendre en compte la situation personnelle d'un membre de son équipe pour ajuster éventuellement son agenda, ses priorités, etc. au boulot, ça me paraît évidemment indispensable. On parle beaucoup d'empathie, dont les managers aujourd'hui font parfois preuve, mais pas toujours, parce qu'encore une fois, moi je considère que l'empathie, c'est l'une des compétences naturelles que doit avoir un manager aujourd'hui. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, comme on ne fait pas toujours évoluer les bonnes personnes, on se retrouve parfois avec des gens qui sont dénués totalement d'empathie au poste de manager. Or, on ne peut pas l'être, et l'empathie, c'est vraiment ça, c'est se mettre à la place de l'autre, comprendre l'autre, et c'est du coup aussi prendre aussi son contexte global. Alors sans poser des questions sur la vie perso, etc. Mais si on a un collaborateur qui arrive au bord des larmes dans son point en tête-à-tête, je veux dire, il faut comprendre ce qui se passe et savoir comment est-ce qu'on peut l'aider, pas dans sa vie personnelle, mais comment est-ce que la sphère professionnelle peut s'adapter à un contexte personnel qui a nécessairement des incidences sur sa vie pro. Et donc, je suppose, éviter personne qui quitte à 17h, lui dire « t'as pris ton après-midi ». Cette fameuse...
Oui, ça effectivement, ça c'est les blagues des années 80, je dirais. C'est encore de vigueur, hein. Je te Ouais, rassure. je sais. Heureusement, de moins en moins, j'ai l'impression. Mais oui, non, tout à fait, effectivement, ça c'est des remarques. Alors en plus, si on s'adresse à des cadres, voilà, on pourra en reparler après. Mais je me suis rendu compte au travers de mes recherches pour Dream Team qu'il y avait systématiquement 5 grands piliers à respecter pour qu'un collaborateur soit le plus engagé possible. Et je les ai réunis autour d'un mot mémotechnique pour faciliter la mémorisation pour les managers. C'est le mot DREAM, donc rêve en anglais, puisque les 5 lettres D-R-E-A-M sont les initiales des 5 piliers. Donc tu as le D de direction, comment est-ce que je donne du sens, ou en tout cas comment est-ce que je fais réfléchir mes équipes sur le sujet du sens de leur job. Le R de reconnaissance, comment est-ce que je les valorise. Le E d'environnement social, comment est-ce que je m'assure qu'il y ait la meilleure ambiance possible au sein de l'équipe. Le A d'autonomie, comment est-ce que je m'assure que chacun soit responsabilisé à son juste niveau. Et enfin, le M de monter en compétence, comment est-ce que je m'assure qu'on continue à apprendre un peu toujours, parce que c'est vrai que quand on n'apprend plus dans son job et quand on a l'impression de stagner, ça peut être une explication qu'un jour, on soit particulièrement à l'écoute d'une nouvelle opportunité dans une autre entreprise. Donc c'est 5 piliers. Et donc pour revenir à la blague qu'on peut entendre parfois sur t'as pris ton après-midi quand le collaborateur part à 17h, là c'est vrai que sur le A d'autonomie et de responsabilisation, là en fait on détruit complètement ce pilier. Et puis au passage on infantilise en plus le collaborateur, mais on détruit complètement ce pilier, donc il est plus respecté. Donc en fait il y a des chances qu'on sabre l'engagement de son collaborateur parce qu'il y a un des piliers qui est mis à mal. Alors, je suis allé récemment à l'incubateur dont je te parle, là, sur lequel j'interviens de temps en temps. Je suis allé à un débat qu'ils ont organisé qui est intéressant sur le bien-être des collaborateurs et des salariés en entreprise. Et il y avait une personne qui disait, voilà, moi, pour qu'ils soient bien, ils bossent 4 jours par semaine. Ils font les 32 ou les 35 ou les 39 heures sur 4 jours. Est-ce que pour toi, donner plus de temps libre, mais faire travailler plus sur des périodes plus courtes, c'est déjà un bon point? Ou comment tu vois cette gestion du temps? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu la solution. Je leur donne une journée par semaine et puis voilà, ils sont heureux et tout va bien. Oui, je pense que c'est malheureusement sans doute pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que c'est un levier parmi d'autres. Ce qui est sûr, c'est que permettre aux uns et aux autres d'avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso, je pense que ça fait partie des piliers du bien-être entre guillemets en entreprise, de pas avoir l'impression de subir sa vie professionnelle, mais d'avoir une vie professionnelle qui s'inscrit et qui se complète parfaitement avec sa vie personnelle et qui vient pas en tout cas en opposition. Ça crée du coup derrière des frustrations et là voilà. Donc je pense que c'est après le problème c'est toujours pareil, c'est si tu retires une journée mais sur l'autre tu augmentes l'intensité et qu'il faut bosser comme des malades le reste de la journée, après je pense pas que ça réponde à la vraie problématique qui est la semaine de 4 jours. En revanche, c'est vrai que la semaine de 4 jours, c'est un sujet parce que je vois plusieurs entreprises l'avoir mis en pratique. Et tu as des retours? Ouais, c'est encore expérimental parce que c'est des périodes quand même qui sont pas très très longues, mais les retours sont plutôt bons. Je trouve en tout cas que ça a la vertu, ce genre d'initiative. Alors déjà, ça colle pas pour tous les types d'emplois, pour tous les profils de salariés, et puis c'est une culture d'entreprise quand même assez particulière. Donc il faut aussi il faut être en adéquation avec la culture de l'entreprise. Mais ça a l'air d'être, en tout cas, je trouve ça c'est intéressant parce que ça responsabilise les collaborateurs de toute façon, parce que voilà, vous avez un job à faire, vous avez des objectifs à atteindre. 4 jours, 5 jours, il y a même une théorie, une loi sur la gestion du temps qui dit que en fait, c'est pareil pour les réunions. Si on te donne 1 heure pour faire une réunion sur un sujet, en fait, peut-être que tu aurais pu traiter le sujet en 20 minutes. Mais en fait, comme tu as 1 heure, tu vas tenir 1 heure. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de blabla au début qui servira pas à grand-chose. Tu consommeras le temps. Tu consommeras le temps qu'on t'a donné. Donc en fait, moi, je crois pas mal à ça. Et on l'a vu, je pense, avec le télétravail. C'est-à-dire que parfois, en 1 heure de temps concentré chez soi, on peut abattre l'équivalent de 4 heures qu'on aurait fait au boulot sur l'open space avec tous les
désagréments qu'il peut y avoir parfois au bureau. Donc en tout cas, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça challenge nos manières de faire. Et ça responsabilise d'autant plus les uns et les autres parce que le manager, ça va le responsabiliser parce qu'il faut qu'il s'adapte au fait qu'il y ait un jour en moins, donc il faut qu'il revoie les objectifs de ses équipes. Et puis, côté collaborateur, côté membre de l'équipe, chacun sait ce qu'il a à faire et chacun sait combien de temps il a pour le faire. Donc non, je trouve que c'est des initiatives forcément intéressantes. C'est ce que je dis quand j'ai soit des collaborateurs ou des stagiaires. C'est vrai que je leur dis, je préfère avoir quelqu'un qui soit efficace 4 ou 5 heures dans la journée et qui vraiment me fasse une bonne production, plutôt que d'avoir une personne qui fait ses 8 heures pour dire que la personne était là de 9h à 18 ou 19h avec ses pauses, mais qu'au final, elle ait un travail effectif de 3 heures, quoi. Ouais, complètement, bien sûr. Donc au final, il y a moins de temps, en présentiel, mais il y a plus d'efficacité. Et justement, donc par rapport à ce qu'on a vu, donc le bien-être du salarié, donc comment être un bon manager et comment amener son salarié à être bien, il y a aussi l'inverse. Hein, qu'est-ce qu'un bon salarié pour pouvoir, entretenir de bonnes relations avec son manager? Ouais, c'est une question intéressante parce que c'est vrai d'ailleurs, moi, je forme et j'interviens à la fois auprès des managers, mais de plus en plus auprès des équipes. Parce que former les managers, c'est bien, mais former les équipes, ça me semble indispensable. Parce que c'est vrai que culturellement, et ça, c'est l'héritage des années 80, 90, début 2000, où on avait historiquement des managers, c'était très descendant, très pyramidal, très hiérarchique, avec des managers qui pensaient que leurs équipes étaient à leur service. Et alors que, en fait, maintenant, voilà, ça a changé, c'est plutôt le manager qui doit se mettre au service de son équipe pour la faire monter, quoi. Alors qu'avant, on avait des managers qui grimpaient sur les épaules de ses collaborateurs pour essayer lui-même de grandir de gravir les échelons. Donc on n'est plus du tout dans cette logique-là. Et c'est vrai que du coup, ça passe par le fait aussi d'avoir des équipes qui sont qui aussi font preuve je parlais d'empathie. Qui font preuve d'empathie vis-à-vis de leur manager. C'est vrai que je parlais de reconnaissance, pareil. Souvent, moi, j'ai des collaborateurs qui se plaignent de leur manager de ne pas avoir reçu de merci ou de bravo de la part de leur manager depuis longtemps. Et moi, quand je leur pose la question, et toi, la dernière fois que t'as félicité ou remercié ton manager, c'était il y a combien de temps? C'était quand? Et alors là, je sais pas, parce que je pense que c'était il y a très longtemps, ou alors peut-être même que ce n'est jamais arrivé. Et donc, en fait, je pense que ça passe aussi par le fait d'accepter que son manager est pas parfait. Ça passe aussi par le fait de comprendre qu'on a plus la main sur son destin professionnel qu'on ne le pense, qu'on ne peut pas tout attendre de sa direction générale, on peut pas tout attendre de son manager, de sa DRH. En fait, il faut être moteur, il faut être acteur, et il faut avoir un maximum d'impact. Il faut avoir conscience des limites aussi de son manager, pour se dire qu'est-ce que je peux attendre de lui, qu'est-ce que je ne peux pas attendre de lui, et l'accepter. Et si c'est trop compliqué, on tombe dans les statistiques d'1 sur 2 qui quitte non pas son emploi mais son manager. Mais c'est faire preuve d'empathie, c'est aussi effectivement faire preuve de reconnaissance vis-à-vis de son manager, c'est de préparer ses points en tête à tête. Si vous avez un manager qui est pas très rigoureux justement sur les points one-to-one que j'évoquais, soyez moteur vous. Et pourquoi pas vous co-construisez les règles du jeu avec lui en lui disant tiens, j'ai réfléchi à un truc. Nos points en tête à tête, ils sautent 1 fois sur 2. Moi, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment important pour telle et telle raison. Est-ce que ça te dirait qu'on les fasse plutôt à tel rythme, sous tel format? Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on y aborde tel sujet. Et en fait, on parle souvent de courage managérial, et c'est vrai qu'on parle assez peu du courage des collaborateurs, courage des équipes. Et c'est vrai que c'est pas facile d'aller voir son manager pour un peu secouer le cocotier et espérer qu'il soit réceptif et lui proposer des choses. Mais pour moi, ça fait aussi partie de tout ça, quoi. C'est-à-dire que c'est aussi aux collaborateurs de préparer ses points en tête à tête. Il ne doit pas attendre que ce soit le manager qui comble les vides de la demi-heure de points qu'il a avec lui tous les 15 jours. Surtout pas. Ouais, que ce ne soit pas uniquement à sens unique. Et j'en profite pour rebondir, parce que là, on parle de la relation manager-collaborateur dans un sens et dans l'autre. Alors, comme je t'avais dit quand on discutait en aparté, pour rejoindre un petit peu le sujet d'aujourd'hui, j'ai pu donner 2 ans de cours à la CCI en licence assurance, donc cours de management interne. Et c'est vrai qu'il y avait un sujet qui était pas mal traité parce qu'il était pas mal demandé, et je pense qu'on doit te le demander aussi, c'est
c'est le conflit interne. Donc ça peut être le conflit manager-collaborateur, ça peut être le conflit entre deux collaborateurs. Alors moi je voulais mettre ce sujet-là au début. Est-ce que tu as, enfin au début je voulais commencer par ça, est-ce que toi tu as de la demande en disant voilà, moi j'ai deux collaborateurs qui peuvent pas, ils s'entendent pas, par contre ils sont obligés de travailler ensemble. Comment gérer du conflit en interne? Est-ce que ça tu interviens là-dessus? Oui, c'est vrai que c'est un sujet fréquent, soit entre membres d'une même équipe, soit entre équipes. On parlait tout à l'heure des directeurs commerciaux, directrices commerciales. Je sais pas, la guéguerre un peu éternelle entre le marketing et le commercial. Ça, c'est des choses. J'ai connu. Voilà, je pense qu'il y en a un certain nombre qui vont peut-être se reconnaître, que j'ai connu aussi, qui est un grand classique. Et en fait, donc c'est des vrais sujets parce que parfois, en effet, on se comprend pas toujours, mais on est quand même obligé de travailler ensemble. Alors, ce qui est sûr, c'est que comme je te le disais tout à l'heure, il y a dans Dream, les 5 piliers, là, il y a le E d'environnement social qui correspond à ce sujet d'ambiance, de bien s'entendre et de sujet de la confiance. Donc oui, évidemment, j'interviens sur ça fait partie des sujets. Après, je pense que ce qui est important, en fait, surtout, c'est de faire comprendre à l'autre membre de l'équipe ou aux autres équipes que on a chacun nos points de vue et que c'est normal et que voilà. Et en fait, je pense que encore une fois, ça passe par beaucoup d'empathie. Et l'empathie, ça passe aussi par le fait de comprendre le pourquoi des choses. Et très souvent, on oublie en fait cette notion du pourquoi. C'est-à-dire, il y a deux équipes qui ne s'entendent pas, qui se tapent un peu dessus, commercial, marketing. Revenir aux fondamentaux. En fait, à quoi ça sert une équipe marketing? Et une équipe commerciale, ça sert à quoi? Et en fait, de revenir un peu aux fondamentaux et de se dire, ok, et que chacun réfléchisse, même de manière croisée, à que les commerciaux réfléchissent à quoi ça sert le marketing et que le marketing se dise, ok, à quoi ça sert les commerciaux, et que chacun puisse ensuite échanger sa copie et générer un échange constructif. Je trouve que c'est des ateliers en collectif qui sont hyper intéressants à mener. Mais je pense que souvent, en fait, il faut vraiment remonter de plusieurs niveaux la discussion pour pas s'arrêter à des micros, mais revenir aux fondamentaux, en fait. Pourquoi des choses, à quoi on sert, à quoi l'équipe sert, pourquoi est-ce qu'on a fait telle réunion, etc. Vraiment de remonter de quelques niveaux par rapport au conflit pour revenir vraiment à l'origine des choses et à l'origine de l'incompréhension, bien souvent. Et je pense recentrer le sujet en disant, voilà, aujourd'hui, on est X équipes, X collaborateurs. L'objectif principal est la pérennité et la réussite de l'entreprise. Oui, c'est clair que c'est de toute façon, Après, des caractères fondamentalement incompatibles au boulot, ça peut arriver. Et dans ce cas-là, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait ne plus travailler ensemble. C'est un autre sujet. Mais bien souvent, effectivement, en fait, il faut que la réussite collective prime sur les tensions individuelles. Et après, il y a un autre point aussi, c'est qu'il faut faire de la gestion des conflits, je pense, dans les entreprises, un levier stratégique, c'est-à-dire que c'est vrai que ça pollue plein de relations et donc ça pollue la performance de l'entreprise. Donc il faut réussir à dédramatiser en fait tout ça et à surtout inculquer la culture de comment est-ce qu'on résout un conflit. Parce que il faut pas attendre que le conflit soit s'enlise pendant des mois pour commencer à le traiter, quoi. C'est un peu tard. Il faut vraiment le traiter à la racine assez rapidement. Et pour ça, il faut vraiment que ce soit ancré dans la culture de l'entreprise. Il faut aussi former les équipes en gros, c'est quoi la communication non violente, c'est quoi un conflit, comment est-ce qu'on peut le résoudre, comment est-ce qu'on le repère, comment est-ce qu'on peut aider deux collègues qui ont l'air d'avoir une difficulté à les résoudre. Je pense que ça, c'est important parce que c'est toujours pareil, quand on est en conflit avec quelqu'un, en général, il faut faire appel à un médiateur, quelqu'un d'externe. C'est comme ça qu'on résout beaucoup plus rapidement et plus efficacement les conflits. Et donc ça, en fait, c'est tous médiateurs dans les entreprises. Et quand on fait partie d'une équipe et qu'on voit deux collègues en tension, c'est de notre rôle aussi d'aller les voir pour essayer de désamorcer tout ça avec eux de manière intelligente. Mais ça passe par encore une fois, de la formation, de la sensibilisation et par une vraie culture générale de l'entreprise de la prévention à la résolution de conflits. Et ça, c'est beaucoup trop rare. Je vois très peu de boîtes mettre ça en place. Quelques-unes de plus en plus, mais ça reste malheureusement trop rare. Ouais, c'est un enjeu qui n'est pas encore assez pris au sérieux ou peut-être pas assez inquiété dans les entreprises, quoi. Enfin, j'ai vécu ça aussi avec la politique de l'autruche. Les personnes en conflit se débrouillent toutes seules. Après, quand il y a vraiment une ambiance de merde, justement, ça a aidé un petit peu, je dirais,
comment ça s'appelle, le confinement, où quand on était dans un service où il n'y avait pas une bonne ambiance, lorsqu'on travaillait après confiné chez soi, c'était plus compliqué à repérer justement les équipes ou les personnes qui étaient en conflit, et du coup je pense que la prise de conscience encore aujourd'hui a du mal de se faire, quoi. Moi je trouve ça un peu dangereux, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Hein. Voilà, effectivement, ça n'amène à rien de bon, et surtout c'est le problème du conflit, c'est qu'il est contagieux, parce que deux personnes ou deux équipes qui s'entendent pas, en fait derrière ça atteint bien d'autres services ou bien d'autres membres de l'équipe. Donc il y a le phénomène de groupe, ouais, bien évidemment. Ouais. Donc je crois que le maître mot, sur les différents points qui ont été soulevés aujourd'hui, le maître mot, c'est la communication, concrètement. Oui. C'est souvent le problème numéro un relationnel en entreprise, c'est toujours un manque de communication, et c'est pareil d'ailleurs dans la vie personnelle. Donc il faut surcommuniquer, et moi j'ai pour habitude de dire que communiquer, c'est répéter. Et c'est vrai que on oublie souvent que ce qui est très clair dans notre tête l'est pas forcément dans la tête de l'autre, et qu'il y a un biais cognitif qui génère beaucoup d'incompréhension et de tension. C'est le fait que, par exemple, un manager qui va glisser une info en réunion, il va partir du principe que parce qu'il l'a dit une fois entre deux sujets en réunion, que c'est acquis, que c'est dans la tête, de manière très claire, dans la tête de tout le monde. Or, en fait, malheureusement, bien souvent, c'est pas le cas, parce qu'on a chacun nos sujets, on a chacun nos préoccupations, nos enjeux, et donc on n'entend pas toujours tout. Donc moi, je pense que pour revenir à une de tes questions sur qu'est-ce que c'est un bon manager, ou comment est-ce que je fais pour devenir un bon manager, je pense qu'une des clés, c'est aussi de vraiment voir chaque point individuel et chaque point d'équipe comme des moments, des relais pour répéter les grands messages. Je connais aucun collaborateur qui m'ait dit un jour « Ah, il est vraiment pénible, mon manager, il communique trop, il se répète, il radote, il rappelle trop les grands messages. » Jamais. En revanche, des membres d'équipe qui me disent que leur manager est pas assez transparent, qui manque d'infos, qu'ils ont l'impression de découvrir les trucs à la dernière minute, j'en entends tous les jours. Et pareil, des managers qui me disent « Mais je comprends pas, j'ai beau leur dire, derrière, ça rentre pas. » Oui, mais en fait, il y a une somme d'informations, une somme de canaux aujourd'hui qui existent entre la visio, le face-à-face, l'oral, le téléphone, les Slack, les WhatsApp, les messageries internes. Voilà, c'est pour ça qu'il faut être très vigilant et, encore une fois, bien préparer ses one-to-one, bien préparer ses réunions d'équipe pour répéter ces messages. En fait, il faut pas hésiter à avoir peur de radoter. Le seul risque, c'est qu'un jour, quelqu'un vous dise « Attends, c'est bon là, ça... » On l'a compris, ouais. C'est enregistré. Mais c'est presque le jour où on vous dit ça, c'est que vous aurez vraiment poussé le boulot loin, et qu'on aura fait le job. Exactement. Ludovic, je te remercie beaucoup pour toutes ces explications et surtout éclaircissement. Là, au moins, je pense que pour ceux qui nous écoutent et qui commencent à une aventure entrepreneuriale ou qui travaillent déjà dans des équipes, je sais qu'il y a des alternants qui écoutent par exemple ce podcast. Ça peut être intéressant aussi, c'est souvent ce que moi je leur dis, d'être proactif, d'aller chercher l'information, etc. Là, ça peut être intéressant qu'ils aillent chercher l'accompagnement de la part de leur manager ou de leur tuteur en entreprise. En tout cas, je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a des points qui te semblent importants de préciser, des choses que tu veux rajouter ? Non, écoute, non, je pense qu'effectivement, on gagnerait beaucoup à faire réagir aussi les équipes sur ces sujets. Et que c'est voilà, le sujet du manager, comme on le disait tout à l'heure, c'est une relation à double sens. Et une relation, oui, c'est à double sens par nature, ça se fait à deux. Et donc, il n'y a pas que le manager qui doit porter tous ces sujets-là. Ça va vraiment être co-porté et co-construit avec les équipes. Donc, les équipes ont aussi leur mot à dire. En tout cas, un grand merci pour l'invitation. J'étais ravi de parler de tous ces sujets humains et entrepreneuriaux avec toi aujourd'hui. Oui, du coup, le sujet n'était pas celui à la base, mais au final, c'est un sujet qui me parle. Donc, du coup, c'est encore plus intéressant et plus passionnant. De toute façon, je mettrai tes coordonnées aussi dans toutes les informations du podcast, toujours sur YouTube, et les tags qui vont bien sur LinkedIn. On mettra aussi, tu as un site internet, je suppose, sur l'entreprise que tu as, qui est dans l'accompagnement des managers. Oui, tout à fait. C'est simple, c'est ludovic-giraudon.com.
Super, écoute, tout ça sera en description. Merci beaucoup pour ton temps. Je sais que tu es quelqu'un de très occupé. Hein. Quand on est bon, malheureusement, on a peu de temps pour les gens. En tout cas, merci beaucoup. Et pour tout le monde, comme d'habitude, je vous dis au mois prochain pour le prochain podcast.